Artemis 1 ne va pas marquer le premier vol d'une capsule Orion. EFT-1, en 2014, avait permis de valider le concept global avec un vol court, loin de la Terre. Cette fois, avant de placer des astronautes à bord, il faut tester l'ensemble des composants de la SLS sur un vol long et, quitte à faire, autant se rendre vers la Lune. La capsule et son module de service vont partir pour près d'un mois, incluant une mise en orbite autour de notre satellite, différentes manœuvres et un retour direct à forte vitesse dans l'atmosphère. Le but n'est pas de réussir à faire la route, déjà empruntée par les astronautes d'Apollo et plutôt simple à calculer, mais de tester et comprendre ce nouveau vaisseau et ses capacités. Bien que la mission ne soit pas habitée, on place de nombreux instruments de mesure à bord et un mannequin, Munikin Campos. Tenant son nom d'Arturo Campos, électricien qui avait fortement contribué à sauver les astronautes d'Apollo 13, ce personnage inanimé est bardé de capteurs dont les données serviront pour préparer Artemis 2. À bord, il y a aussi 2 torses allemands et israéliens, Helga et Zohar, ce dernier étant équipé d'une veste anti-radiation expérimentale, Astrorad. Enfin, parmi les passagers les plus symboliques, on trouve Snoopy, un habitué des vols spatiaux américains, Shaun le mouton, côté européen, en référence à Wallace et Gromit, et 4 personnages Lego, Kate, Kyle, Sebastian et Julia. Dans la capsule, on trouve également 30 000 noms de personnes ayant travaillé sur la mission, gravés sur des micro-puces, et des millions du grand public dans une clé USB. Lors du vol, le second étage va abriter 10 CubeSats, de petits satellites construits par des universités et agences de diverses nations. Ils seront déployés sur la route de la Lune afin de réaliser des expériences au-delà de l'orbite terrestre. On peut citer Argo Moon, chargé de photographier le second étage après en avoir été éjecté, ou Nea Scout, qui a pour but d'étudier les astéroïdes dans l'environnement proche de la Terre. Je suis CM002. Alors, je sais, ce nom n'est pas aussi élégant que ceux donnés à mes ancêtres de l'époque Apollo, comme Columbia ou Endeavour. En général, les capsules comme moi héritent d'un vrai nom quand j'embarque des humains. Mais sur mon vol, je pars seule. Vous pouvez m'appeler Artemis 1, ça me convient très bien. Même si personnellement, j'aurais bien aimé qu'on me nomme Argo, le navire mythique de Jason. Mais évitez XFLR6, son tour de lune a mal fini. Bref, excusez-moi de digresser un peu, mais quand on est une machine qui s'embarque pour un long voyage en solitaire, on a tendance à s'étaler. Je n'ai pas non plus de véritable date de naissance, car ma construction a pris près de 6 ans. Mais mon lieu de naissance, c'est le même que plusieurs éléments de ma fusée, Michou, non loin de la Nouvelle-Orléans. Cela explique sûrement mon français impeccable. Contrairement à ma grande sœur, CM001, qui a volé en 2014 autour de la Terre, je vais partir pour presque 1 mois vers la Lune. Autant vous dire que j'ai un peu la pression, car la réussite de mon voyage permettra à ma petite sœur, encore en construction, d'emmener un vrai équipage. Avant d'être installée sur la fusée, j'ai dû passer une série de tests pour voir si j'en étais digne. J'ai voyagé dans plusieurs bâtiments de Floride, mais aussi dans l'Ohio, avec des vols dans l'emblématique Super Guppy, un avion assez particulier qui servait aussi à transporter mes ancêtres d'Apollo. En cours de route, mon module de service européen s'est joint à mes tests, afin de voir si tous les deux, on allait surmonter ensemble le long voyage qu'on allait faire. Une fois toutes ces étapes passées, on m'a installé la tour de sauvetage, pour m'extraire de la fusée en cas de problème.
sa coque protectrice me recouvrant totalement, je n'ai plus rien vu de la suite. J'ai simplement ressenti qu'on bougeait sur un petit camion, puis qu'on nous soulevait. Et j'ai soudainement eu le vertige. C'est certain, j'étais au sommet de ma SLS. Après 6 années aux mains des ingénieurs qui m'ont conçu et testé, c'est désormais aux contrôleurs et contrôleuses de s'assurer de la réussite de ma mission. À commencer par le centre de contrôle de lancement et sa chef qui me connaît par cœur, Charlie Blackwell Thompson. To honor our teammates that we have lost over the years. Their spirit, dedication, and passion for exploration will remain with us forever. Entity, launch director, representing this team and all the men and women that have worked to make this day happen, I proudly give you a go to roll the Artemis launch vehicle to the pad. That's beautiful. DTC, go ahead. Spare. All right, NTD, it's been a long time coming. Let's bring this beautiful Artemis rocket out for the world to see. You got to go to roll. To me, there were no roles that were, this is a role for women or this is a role for men. They were just all roles. And teachers can have such a profound impact on their students. And so I had an incredible physics teacher who said to me in the 11th grade, Charlie, when you go away to school, what are you going to study? And I said, I don't know. And he said, well, I think you ought to think about engineering. We called him Doc, and I said, Doc, what would I do with an engineering degree? And he looked right back at me and he said, Charlie, what couldn't you do? And I thought, well, that's not super helpful, but it ended up being absolutely true. It is. Now we gotta get to work, right? Yeah, that's right. I walked in this firing room as a senior in college, and they were testing Spatial Discovery, getting her ready to go fly after Challenger. And I knew when I was listening on the loops, and I knew in that moment, I want to be in that room. I want to earn my place. And I can just remember that moment of knowing, like, that's where I want to be. Once Artemis 1 proves we are ready to put humans in Orion, this person right here may be one of those astronauts. Lucky you, Victor. Victor Glover, everyone, thank you for being here. Thanks, Megan. It's great to be here. And you're, again, one of the lucky few. 18 astronauts were chosen for the Artemis team. How does it feel to be part of that team? Honestly, you know what? I've talked to folks a lot about this today, and when we make that call for Artemis 2, when we tell the crew that you're go for translunar injection, we're saying, hey, everything is good, go to the moon.
whatever position I'm in, whether it's at home on my couch, whether I'm on the Houston side of that call, or if I'm in space on that side of the call, it doesn't matter. To be a little part of this and to get to help in any way is really, truly an honor. And so the whole Artemis team and really the entire astronaut office, it's all of us are, honored to be able to help out and make this hardware and software a reality. So I'm excited for whoever gets to do it, and whatever part of that call I get to be on, I'm excited for, the crew that actually gets to go. Someone asked me earlier, talking about being part of the Artemis team, they said, hey, how does it feel, to watch your rocket? And I said, well, look, correction. I mean, this is our rocket. It's humanity's rocket. When those 4 RS-25s and those 2 solids light, I hope the whole world is watching. And I hope a lot of kids decide to study science and math because of it. And that's really what it's about, inspiring kids to go out and be their best selves. And so I am excited because this is a great step for humanity. We call things that humans come together to do, when we put aside our differences and we accomplish great things, we call them moonshots, but it's been a long time since we've actually made a moonshot. So our generation now has a chance to have our own actual moonshots. It is an outstanding spaceport, and when you look back over time, you realize the significance of all that's happened, from this facility, from Kennedy Space Center. I mean, it's staggering, really. I mean, when you look back over the last 50 plus years. Charlie a raison. Je me tiens sur le pas de tir 39B, qui a accueilli nombre de mes ancêtres, d'Apollo 10 à Apollo Soyouz. Un nombre impressionnant de navettes spatiales, dont la funeste mission STS-51L, qui a détruit ma bien-aimée Challenger et son équipage. Mais aussi Ares-1X, ma lointaine cousine à l'unique lancement d'essai. Ma SLS est perchée sur les épaules de géantes et partage avec elle l'ADN du courage. On pourrait croire que ça y est, ma mission va enfin démarrer, mais en réalité, je suis là pour subir ce qu'on appelle le Wet Dress Rehearsal, une répétition générale du lancement. Malheureusement, les contrôleurs auront beau essayer de le réaliser, les 3 premières tentatives vont échouer à cause de problèmes techniques sur la fusée. Après plus d'1 mois passé sous le soleil cuisant de Floride, on me ramène dans le bâtiment d'assemblage. Deux mois plus tard, rebelote. Je ressors une seconde fois pour essayer de valider la répétition générale. Mais là encore, la répétition ne va pas se passer correctement. Comme les fois précédentes, ma fusée a des fuites. Mais bien que le test n'ait pas été tout à fait complet, mes ingénieurs en pensaient que les données obtenues étaient suffisantes. On me fait revenir au bâtiment d'assemblage, avec la promesse que la prochaine fois qu'on sortira, ce sera pour le lancement. At least it's a reference. That's everybody saying. So, You guys ready? we're ready. My mom's ready. Yeah, we're I proudly give you a go to propel our Artemis 1 launch vehicle to the pad. staying clear of the CT and ML for first motion.
She looks good. Le 23 août, on nous déclare, moi et ma fusée, parés au lancement, prévu le 29 août. J'en suis heureuse. La date tombe au moment où tout le monde rentre de vacances et pourra reprendre les études ou le travail avec un grand spectacle. Ainsi, le jour du lancement, je me dresse fièrement au sommet de ma SLS dans le matin humide de la Floride. This is Artemis Launch Control. Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1 and the Space Launch System with the Orion spacecraft. Avec la position de la Terre, je n'avais que 2 heures de créneau pour partir. Mais ma fusée a encore subi une volée de problèmes techniques. Au second essai, le 3 septembre, ils ont encore essayé de me lancer. Mais décidément, les problèmes techniques continuaient de se montrer. Et là encore, je suis restée sur place. This is Artemis Launch Control. Launch Director Charlie Blackwell Thompson just called a scrub for the launch attempt today, the second launch attempt here at the Kennedy Space Center Launch Complex 39B. The team now going into the cutoff procedure after being unable to resolve a hydrogen leak. Au vu des travaux à réaliser pour résoudre définitivement les ennuis techniques, la NASA décide de me ramener à nouveau à l'abri dans mon hangar. Qui sait, peut-être que les prochaines semaines me seront favorables. At approximately 9:15 a.m. Eastern Time today, NASA's Space Launch System rockets and Orion spacecraft for the Artemis 1 mission were secured inside the vehicle assembly building at the agency's Kennedy Space Center in Florida ahead of the arrival of Hurricane Ian. We had our first emergency decision team meeting. This is EDT. We first met last Friday to discuss the storm, and we've met several times over the weekend to discuss the track, the strength, the intensity of the storm, and the posture that we are at KFC. You noted the rollback decision was made, and the vehicle is safe in the VAB now. Mon ordinateur de bord indique que nous sommes désormais le 3 novembre. Depuis septembre, j'ai entendu toutes sortes de bruits de vissage, de coups et des voix d'hommes et de femmes s'affairant autour de moi. Il est 23h heure locale. Je me prépare à piquer un somme quand soudainement, je sens des vibrations que je connais que trop bien. Ça y est, on sort. Un voyage doux et lent dans la nuit fraîche et humide vers mon pas de tir. Je ne le savais pas encore, mais c'était le dernier avant que je ne m'envole vers la Lune. turns into day. So into every heart, love will find a way.
Pendant mon roulage, j'ai entendu des choses qui m'inquiètent un peu. Un ingénieur disait qu'un ouragan s'approchait de la Floride, Nicole, et que j'étais suffisamment forte pour y survivre. Alors certes, ma fusée est robuste, mais moi, Argo, perché tout en haut sans possibilité de voir l'extérieur, j'emmène pas large. Et en effet, le 10 novembre, j'ai bien senti Nicole. Des vents à 132 km/h m'ont à peine fait vaciller. Mais je peux vous dire que quand on est enfermé sous une coiffe, c'est très angoissant. Allez, encore 6 jours et c'est le grand départ. Le 15 novembre 2022, dans l'après-midi, les bruits de tuyauterie résonnent jusque dans mes entrailles. Comme lors des répétitions, ma fusée se remplit de carburant. Depuis l'intérieur de la coiffe, dans le noir absolu, ma peau ressent la froideur des vapeurs qui s'échappent des vannes de pression des différents étages de la SLS. Quelques vibrations et claquements ponctuent les différentes étapes du remplissage. Et mon système de communication capte les échanges des contrôleurs et de la directrice de lancement située à 5 km. Certains messages sont tout de même un peu inquiétants, mais je suis confiante. Alors que la nuit tombe en Floride, les yeux du monde entier sont rivés sur moi. Et bienvenue, bonjour. On se réveille tout doucement ou on est sur le point de peut-être se coucher pour les Québécois et tous les gens de l'international. Bonjour à tous. Cette SLS de la NASA devrait décoller normalement d'ici à peu près 2 heures du Kennedy Space Center en Floride pour ce vol inaugural de cette magnifique fusée, de cette fusée géante, que dire, des fusées exceptionnellement géantes pour le programme Artemis, donc de retour sur la Lune. Les conversations radio commencent à parler d'une fuite d'hydrogène. Encore ? Il faut dire que le dihydrogène est une molécule si petite qu'elle peut s'échapper de la moindre interstice. J'entends qu'ils envoient le Red Crow. C'est une équipe de techniciens spécialement entraînés pour travailler sur la fusée au moment où elle est la plus dangereuse, c'est-à-dire maintenant, alors qu'elle se remplit de carburant. Je suis inquiète pour eux. Travailler autour d'un nuage d'hydrogène aussi inflammable pour réparer une fuite de nuit, ça demande un énorme courage. Moi, je suis une machine, je suis remplaçable. Mais eux, ces 3 héros discrets resserrent les boulons fautifs et règlent la fuite en un rien de temps. So, go, no go for Artemis 1 launch. GC, go. Booster, go. Control, go. GNC, go. Prop, go. CDH, go. FIDO, go. FAO, go. MPO, go. ECOM, go. INCO, go. All right, folks. We'll go for launch. And attention on 232, this is the launch director performing the final poll for launch. Verify no constraints and go for launch. EGS Program Chief Engineer. EGS Program Chief Engineer verifies that the EGS, SLS, and Orion Program Chief Engineers have no constraints and are go for launch. Copy, Greg. Thank you. EGS Chief Safety Officer. The EGS CSO verifies the SLS, Orion, and EGS CSOs have no constraints and are go for launch. Copy, John. Thank you. Range weather. Weather has no constraints and weather is go for launch. Copy, LWO. And mission manager. Launch director, mission manager on 232. The mission management team has been pulled. You have a go to proceed with terminal count and launch of Artemis 1. I copy all. Thank you. And NTD, launch director. Go ahead, launch director. Yes, sir. On behalf of all the men and women across our great nation who have worked to bring this hardware together to make this day possible, and for the Artemis generation, this is for you. At this time, I give you a go to resume count and launch Artemis 1. Copy, launch director, and thank you. Il semblerait que je parte avec un peu de retard, mais que c'est bien pour ce soir. Il est presque 1h du matin quand enfin on m'offre l'occasion de rejoindre l'espace. There was a whisper on the air tonight. It told me to take the road well traveled, for there are footprints in the snow
on the roads that you don't know. And if you dare follow, your soul it might unravel. My courage came to life. There was a fire in my eyes, and I swallowed up the darkness and held it deep inside. When that devil came to take me, its howl cut through the night, and I stood beneath its shadow, prepared to live or die. In my darkest hour, will I rise or fall? Will I see the sun rise again, or sink into a cold and bitter end? In my darkest hour, the beast arose with a raging hunger, her breath of smoke, her eyes of ember. Well, the earth was crushed below, and she made rivers of the snow, as she came to steal me from tomorrow. In my darkest hour, will I rise or fall? Will I see the sun rise again, or sink into a cold and bitter end? In my darkest hour. Hey, Jeff, phenomenal Miko. Phenomenal Miko. What you've done today will inspire generations to come. So thank you. Thank you for your resilience. You know, I said at the pre-test briefing, the harder the climb, the better the view. Artemis 1 était un vol non habité. Et même dans cette perspective, c'était vraiment inimaginable. Si on n'a pas vécu soi-même, on n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. Il y a cette lumière si vive, si éblouissante pendant le décollage, on entend le son de la fusée, et on a vraiment des frissons dans le dos, on a la chair de poule quand on est sur place. C'était une véritable célébration et c'était vraiment incroyable à vivre.
J'ai eu la chance d'être au lancement d'Artemis 1 et ce fut une expérience incroyable. C'était vraiment extraordinaire de voir quelque chose sur lequel nous avions passé tant d'années de nos vies à travailler, partir dans l'espace et aller vers la Lune. Je peux vraiment pas décrire ce sentiment, c'était incroyable. Pour moi, c'était un moment de pure émotion. J'étais à Brême, je suivais ça avec toute l'équipe. Le moment fort, c'était au centre de contrôle, quand les différentes stations ont été interrogées par Charlie Blackwell Thompson, la directrice de lancement, et là, tout d'un coup, tout était go, tout était vert, j'en ai encore la chair de poule, et là tu te dis, ça y est, vraiment plus rien ne l'arrête, elle va vraiment partir. C'est le moment pour lequel on a travaillé pendant 10 ans, 15 ans, et là, enfin, elle décolle. Tu vois les moteurs principaux s'allumer et puis t'entends sur le canal de la NASA. Et là, enfin, c'est parti. C'était incroyablement prenant et extrêmement émouvant. Ça y est, je vois enfin l'extérieur. Et quelle vue! Désormais, les panneaux solaires du module de service européen sont déployés et je ne suis plus accompagnée que du second étage. J'ai eu plus de chance que les moteurs du premier étage. Les 4 RS-25 qui m'ont propulsée dans les premières minutes de vol ont eu une carrière formidable avant Artemis, puisqu'ils étaient les moteurs principaux des navettes spatiales. On peut citer le moteur 2045 qui, avant Artemis 1, avait fait 12 vols de navettes spatiales, dont la toute dernière du programme, ou les 3 autres, qui ont respectivement fait 3, 4 et 6 vols de navettes. Ces trésors, témoins de l'histoire spatiale qui a mené à mon vol, reposent désormais dans l'océan Atlantique. Drôle de fin après de si belles carrières, mais la NASA avait peu de budget pour Artemis, donc il fallait recycler des pièces existantes. En ce qui me concerne, j'espère avoir un destin moins funeste à l'avenir. Trêve de digression, on me fait signe de m'accrocher. Après une petite poussée pour ajuster ma trajectoire autour de la Terre, on prépare l'injection translunaire, ou TLI en anglais. Cette poussée de 18 minutes va me catapulter vers la Lune, et ce sera la dernière action de mon second étage avant qu'ils ne se séparent. Nous irons ensuite tous les deux vers la Lune, avec une distance de sécurité entre nous. Et tandis que je me mettrai en orbite là-bas, lui va se faire catapulter vers une orbite autour du Soleil, tournant pour toujours dans l'espace interplanétaire. Sur la route, il va déployer de petits compagnons, des CubeSats, qui vont étudier la Terre, la Lune et l'environnement proche. Autant dire que ce 16 novembre, en un seul lancement, une armada de machines se promène dans l'espace. Alors que le Soleil se couche dans mon dos, les panneaux solaires se replient vers l'arrière pour minimiser les effets de l'accélération. Et la poussée vers la Lune commence. We have confirmation from the booster officer that the translunar injection burn has begun and that we are at maximum thrust. And we have cutoff of the interim cryogenic propulsion stage, which has committed Orion to the translunar conjunction. The spacecraft is moon-bound.
Désormais, pour ma trajectoire, mon alimentation électrique et beaucoup d'autres de mes systèmes, j'allais devoir faire confiance à mon module de service. Pendant ce temps, sur Terre, les ingénieurs sont un peu déçus des images du lancement. Comme à chaque mission, ils avaient placé des caméras un peu partout autour de moi, et même dans un avion spécialement conçu pour me suivre. Malheureusement, le décollage de nuit et de mauvais réglages ont causé beaucoup de problèmes. La plupart des images sont trop brillantes pour voir les détails techniques, et certaines caméras ont même complètement buggé. Autant dire qu'ils ne peuvent pas tirer de données intéressantes des images techniques. Également, ils ont envoyé un drone le lendemain du décollage pour vérifier l'état du pas de tir et de la tour de lancement. Et c'est pas beau à voir. La puissance de ma fusée a arraché des conduites, a fait exploser la porte de l'ascenseur. Les dégâts sont colossaux et les réparations vont coûter plusieurs millions de plus que prévu. J'espère que mon vol posera moins de problèmes. Après tout, la mission suivante emportera un équipage. Il faut donc que je démontre qu'ils pourront me confier leur vie. Le 20 novembre, je passe une frontière particulièrement symbolique. J'entre dans la sphère d'influence de la Lune. Pour faire simple, désormais l'attraction lunaire a plus d'influence sur moi que celle de la Terre. Dans moins de 24 heures, je vais passer derrière la Lune, passer très près de la surface et faire une poussée pour me mettre en orbite. Non mais regardez-moi ces images. Bonjour. Elles sont pas magnifiques ces images? C'est reposant de regarder la Lune comme ça, vue depuis un vaisseau spatial à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre, en direct. Et donc là, on a la Terre qui va disparaître derrière la Lune, et donc du coup le signal va se couper. Ce qu'on voit de la surface de la Lune, là, c'est la face cachée. Vous la voyez pendant encore quelques secondes là, avant que ça coupe. Dès que Madrid passera derrière la Lune, puisque le signal part de Orion vers Madrid, et là, on devrait avoir une coupure imminente, tandis que les panneaux solaires sont repositionnés actuellement. Et voilà. Ça y est, je suis enfin seule derrière la Lune. C'est à la fois un soulagement de ne plus avoir tout ce brouhaha dans la radio, mais la pression monte. Mes contrôleurs s'attendent à ce que je fasse une manœuvre parfaite pour me mettre en orbite. Quand je réapparaîtrai de derrière la Lune, ils vont scruter les données de trajectoire. Et ma copie doit être parfaite. Si je ressors trop tôt de derrière la Lune, la NASA saura que je n'ai pas fait ma poussée de freinage. Quand je réémerge de derrière la Lune, même à 370 000 km de la Terre, je peux ressentir le soulagement des contrôleurs. Ma poussée s'est passée à la perfection. On a Artemis 1 sur Madrid, on a les données télémétriques. Ça veut dire que la poussée s'est très bien passée sur la face cachée de la Lune. Maintenant, je tourne autour de la Lune sur une orbite qu'on appelle elliptique, une sorte d'ovale que je vais par la suite circulariser pour qu'elle soit plus régulière, aux alentours de 60 000 km d'altitude. À cette distance, le temps pour faire un tour complet me prendrait 2 semaines. Vu que c'est une mission d'essai, je ne vais faire que la moitié d'un tour. Le 26 novembre, la distance Terre-Lune et le fait que je sois derrière elle vis-à-vis de la Terre m'offrent une vue exceptionnelle.
pour Artemis 1, quand j'ai vu les photos arriver des GoPro qu'on avait installés sur les panneaux solaires ou sur le module d'adaptation aussi, alors personnellement, la première sensation, c'était des frissons. J'avais vraiment la chair de poule. L'image qui m'a le plus marquée, c'était sans doute l'image que l'ESM a prise de lui-même avec la Lune et la Terre en arrière-plan. Car c'est une perspective que nous n'avons jamais eue. Nous avons des images de la Lune, nous avons des images de la Terre, nous avons des images de la Terre depuis la Lune, mais nous n'avons jamais filmé notre vaisseau spatial au milieu de l'espace profond. Et c'est une perspective incroyable, car au final, c'est exactement ce que j'ai assemblé et testé ici à Brême, qui est allé près de la Lune, et je l'ai vu sur une image, et c'est absolument inspirant et une perspective que j'avais jamais eue auparavant. C'était incroyable. Quand je les ai vus très tôt, j'ai dit « c'est fou d'avoir une telle qualité ». Il faut se dire que ce sont des caméras GoPro fixées aux extrémités de nos panneaux solaires. Et c'est fou. On a vu les premières images de la séparation de l'étage supérieur avec Orion. Et c'est encore incroyable de les revoir maintenant. Et bien sûr, les magnifiques images en faisant le tour de la Lune, avec la Lune au premier plan et la Terre derrière, absolument fantastique. Pour moi, ces images transportent quelque chose d'extrêmement émouvant. Quand nous étions sur la face cachée de la Lune et qu'elle apparaît de façon si imposante et que tu vois ce petit point bleu là-bas, c'est toute notre Terre, c'est tous les gens que nous connaissons, c'est tout ce que nous connaissons, et sur la photo, ce n'est qu'un petit point bleu de la taille d'une tête d'épingle. Cela s'accompagne d'une certaine humilité face à l'immensité de l'univers. Et dire que ce n'était que la Lune, on n'est pas si loin. Cela nous montre à quel point nous sommes seuls dans l'espace. Et à quel point nous sommes seuls en tant qu'humanité sur notre vaisseau spatial Terre. Car de ce point de vue, la Terre aussi est un vaisseau spatial. Cela suscite chez moi une émotion quand on se demande comment on traite notre vaisseau et que faisons-nous pour qu'il fonctionne encore le plus longtemps possible. Sous cet angle, pour moi, tout ça est très clair. Désormais, l'objectif sera de revenir en toute sécurité sur Terre. Pour l'instant, tout s'est passé à la perfection, sauf quelques moments un peu dérangeants. Depuis quelques jours, mon système d'alimentation électrique a dératé. Bien que je ressente seulement des picotements dus aux radiations de l'espace profond, il semble que des composants de mon cher module de service y soient trop sensibles, ceux qui sont responsables de me fournir de l'électricité. Au total, pendant toute ma mission, je vais subir 24 coupures d'électricité. Il y a eu une surprise, effectivement, c'est sur le boîtier de conversion de puissance, donc ce qu'on appelle le PCDU, qui est fait par Leonardo en Italie. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, il a manqué une forme de blindage par rapport à certaines agressions extérieures de type radiative. Du coup, quand on passe la ceinture de Van Allen et qu'on n'est plus protégé, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des dysfonctionnements au sein de ce boîtier électronique qui peuvent nous couper la puissance en fait, au niveau de l'ESM. Alors bien sûr, c'est rebootable, donc si on reboote le boîtier, après ça disparaît. Mais du coup, la NASA a absolument voulu corriger ça. Donc pour SM2, effectivement, on a modifié légèrement les opérations en vol pour pouvoir être plus robuste à ce genre de panne et à mieux l'observer. Et puis pour Artemis 3 et plus, on a fait des modifications design pour diminuer le taux de panne et rajouter du blindage là où il fallait pour en fait diminuer la sensibilité de l'électronique à ce rayonnement. J'espérais rendre une copie parfaite de mon vol, c'est raté. Espérons juste que ça n'arrive pas dans des moments critiques comme celui qui arrive, la poussée de retour vers la Terre.
Pour me libérer de l'attraction lunaire, je dois de nouveau allumer mes moteurs pendant un temps et à un instant très précis afin de me catapulter directement vers la Terre. Ainsi, le 5 décembre, je frôle à nouveau la surface lunaire, au plus bas de toute ma mission, à seulement 128 km d'altitude. Là encore, je passe derrière la Lune, perdant toute communication avec la Terre. From this view, Orion is 1,277 miles above the lunar surface following its return-powered flyby burn. And that small sliver, that's here, that's home, that's us. Quand j'émerge enfin, mes contrôleurs me félicitent. Désormais, en dehors de quelques petites corrections de trajectoire, la mécanique orbitale se chargera toute seule de me ramener chez moi. C'est assez impressionnant de voir la Terre grandir de jour en jour. C'est un peu comme quand on conduit la nuit sur une route éteinte au milieu d'une grande forêt et qu'on fonce droit sur un ours. On n'a qu'une envie, c'est de freiner, sauf que dans l'espace, eh bien c'est normal. Ma trajectoire a été calculée très précisément pour rater la Terre, qu'elle courbe légèrement ma trajectoire et me fasse revenir à un angle précis pour rentrer dans l'atmosphère en toute sécurité. Si cet angle est trop prononcé, mon bouclier thermique et la force du freinage me détruira. Et s'il n'est pas assez fort, je ferai une sorte de rebond. Et là aussi, je passerai un sale quart d'heure. Heureusement, la NASA a une bonne expérience de ce genre de choses. Je repense à ma collègue, la sonde Stardust, qui avait ramené en 2006 des échantillons d'une comète sur Terre. Après avoir voyagé sur des centaines de millions de kilomètres dans l'espace, elle avait alors réalisé sa rentrée atmosphérique à une vitesse de 46 500 km/h, un record absolu, avant de se poser en douceur dans le désert de l'Utah. À côté de ça, mon retour, ça sera du gâteau. Quelques instants avant de toucher l'atmosphère, je vais me séparer de mon brave module de service européen. Lui aussi va rentrer, mais sans protection, et sera détruit. C'est un moment déchirant pour moi, car c'est grâce à lui que je dois la précision de mon voyage. Livré à moi-même, je vais ensuite pointer mon bouclier thermique vers la Terre et il me protégera de la chaleur engendrée par la friction avec l'atmosphère. Enfin, une série de parachutes de freinage et de grands parachutes principaux feront mon dernier freinage pour que je touche l'eau dans une relative douceur. Tout se passera en quelques minutes et en dehors de quelques corrections avec mes propulseurs, je n'aurai pas vraiment de contrôle sur les événements. En mer, des navires m'attendent de pied ferme au point de rendez-vous. La météo est correcte. Donc quand faut y aller,
Une fois récupéré à bord du navire, on m'a transféré en Floride, où une longue inspection a révélé que le bouclier thermique avait presque lâché lors de la rentrée. On n'est pas passé loin de la catastrophe. Un rapport de l'inspection de la NASA a fait une longue analyse de ma mission. Et il y a eu de nombreux problèmes. Les sursauts électriques dont je vous ai parlé, le bouclier fragile, mais aussi les parachutes principaux qui ont coulé avant qu'on ne puisse les récupérer. Pour les 2 premiers points, la NASA et Airbus devront régler ça avant de mettre des humains à bord de ma petite sœur sur Artemis 2. Après tout, c'est pour préparer leur mission que j'ai fait tout ça. Les grandes lignes de la mission Artemis 1, c'était déjà que l'ESM a fonctionné quasiment parfaitement, et même au-delà des expériences. On avait encore 2 tonnes de carburant à la fin de la mission, de dispo, sachant qu'on avait mis au départ seulement 7 tonnes 4, alors qu'on peut aller jusqu'à 8 tonnes 6. Donc voilà, ça montre en fait le degré de conservatisme qu'on a dans nos modèles, et le fait que quand on design, on prend toujours le cas pire du cas pire du cas pire. Donc ça, c'était un premier retour d'expérience global, que ce soit au niveau de la puissance ou au niveau du système thermique ou de la propulsion, que le dimensionnement, il était sain et qu'on en avait encore sous le pied. Donc ça, c'est très positif. Artemis 1 a été un immense succès pour nous et pour l'Europe. L'appareil a carrément dépassé les attentes. Nous avons généré plus d'énergie que prévu, nous avons consommé moins d'énergie que ce que nous supposions à la base, et au final, nous avons rempli nos objectifs de ce vol d'essai à 100%. J'étais moi-même au centre de contrôle à Houston. C'était un plaisir d'accompagner ce vol avec toute l'équipe autour de nous. C'était vraiment super. Et il y avait des choses vraiment exigeantes. Rien que le profil de mission pour le système de propulsion, c'était une autre paire de manches que sur Artemis 2. Sur Artemis 2, c'est relativement peu exigeant pour le véhicule, car nous voulions surtout tester l'interface homme-machine, le filtrage du CO2 et la production d'oxygène. Ce n'était pas le but sur Artemis 1. Le but était de tester la machine. Donc nous avions un profil de mission assez serré. Ça aurait pu grincer à certains endroits, mais heureusement, ça ne l'a pas fait. La seule chose, c'était cette histoire électrique. Le reste s'est déroulé parfaitement. Aujourd'hui, je repose au Kennedy Space Center, en Floride, non loin du pas de tir où je me suis élancée vers la Lune. Je crois que je ne me lasserai jamais de ce que j'ai vu là-haut. Et même si parfois je me sentais seule, je savais que j'étais accompagnée, au moins virtuellement, par des millions de spectateurs. Que ce soit les ingénieurs, contrôleurs et autres employés de la NASA et de l'ESA, ou les passionnés du monde entier, j'ai ressenti votre présence. Et même pour une machine comme moi, ça comptait beaucoup. L'autre image qui était inspirante pour moi, c'était avant la rentrée, quand on pouvait voir depuis les caméras du module d'équipage, en dessous, il y avait une petite boule de feu et c'était notre ESM qui avait été largué avant et s'est ensuite consumé dans l'atmosphère. Et à ce moment-là, tout était clair. Ça y est, c'est parti. Il n'existe plus. Il s'est consumé dans l'atmosphère. On avait fini notre mission et maintenant c'était terminé. Une des vidéos qui m'a le plus marqué, ou une des images qui m'a le plus marqué, c'est quand on était sur la face cachée de la Lune, avant de repartir, on a fait une photo de Orion par derrière, avec la Lune et un croissant de terre derrière. Et je me dis, mais là, sur cette photo, il y a toute l'humanité qui est là. On est tous dessus, moi y compris. Et de voir ça, ça m'a fait pleurer. J'ai pleuré, non seulement parce que c'était beau, le spectacle, la face cachée de la Lune, de la voir comme ça, avec tous ses reliefs, et puis l'exposition par rapport à la lumière du soleil était juste parfaite, mais se dire que le photographe, c'est nous en fait, enfin c'est l'ESM. On l'a fait quoi, c'est grâce à nous qu'il y a cette photo, et on a directement été une partie de ça. C'était quelque chose qui a été extrêmement motivant, en termes de fierté personnelle bien sûr, mais surtout ça a rendu tout le travail qu'on a fait concret une fois de plus. Parce que cette photo, c'était ça en fait. Comme il n'y avait personne à bord, la chose concrète qu'on avait pour nous dire oui, on y est arrivé, c'était cette photo. Et donc du coup, ça a mis un boost à la motivation, mais incroyable. À la fois, on est ultra euphorique, parce que c'est beau, parce que c'est magnifique, parce qu'on se rend compte de la petitesse de la Terre, d'aussi loin. On se rend compte de la distance qu'on a parcourue, de l'immensité qu'on a faite, et on se dit, mais en fait, c'est que la Lune.
je veux dire, c'est notre voisin, quoi. Enfin, je veux dire, plus près, il n'y a pas, entre guillemets, à l'échelle de l'univers, quoi. Et puis de se dire, mais c'est l'intelligence qui gagne. C'est vraiment, on a réussi en commun à faire un truc, à aller aussi loin là-bas, et ça a fonctionné. Quand on se met tous ensemble et qu'on veut faire un truc géant, l'humanité, on y arrive. Et on est tous là sur cette photo. Tous, tout le monde. Une partie de moi repartira à bord d'Artemis 2, seulement quelques composants. Mais moi, Argo, je resterai avec vous, sur notre foyer, à regarder en spectatrice le reste de cette histoire se dérouler.